Alors, bonjour à tous, bienvenue sur, notre, 10e opus du Webitrans, donc nos webinaires consacrés à tout ce qui est, innovation, actualité, de la mobilité. Donc, aujourd'hui, nous allons, avoir un focus sur l'électromobilité et ferroviaire, des compétences aux solutions pour une infrastructure performante et résiliente. Donc le programme de, la matinée, donc l'introduction, petite présentation d'Itrans. Nous aurons une intervention, présentation du projet Electromob par Pierre Deguet de l'IMT, Nord Europe. Le projet, Maël ensuite suivra par Stéphane, Siezielski de Creatic Technologies et nous aurons, Mohamed Rehama de Moïse pour monitoring ferroviaire sans fil, sans pile et sans maintenance pour des infrastructures plus résilientes face au changement climatique. Vous pourrez interagir par l'onglet questions, où vous pourrez poser au fur et à mesure les questions, aux intervenants qui, pourront, y répondre au fur et à mesure. Je vais commencer par, une petite, présentation d'Itrans, très rapide, ne vous inquiétez pas, et on enchaînera avec le vif du sujet et les présentations de projets, des structures. Donc, Itrans, donc on est un pôle de compétitivité sur tout ce qui est mobilité, décarbonée et connectée. On est présent au niveau, des Hauts-de-France. On est situé sur, Farmars, donc juste à côté de Valenciennes, mais on a une rayonnance qui est, aussi bien donc, sur les Hauts-de-France, nationales et également à l'international. Mais vous pouvez voir qu'au niveau, de nos adhérents, ils sont quand même beaucoup sur, les Hauts-de-France. Nous, on est là pour développer la compétitivité des entreprises et des territoires grâce à l'innovation collaborative. On interagit avec, des, structures industrielles, ça va de la start-up au grand groupe. On travaille, comme vous pouvez le voir également avec nos intervenants, avec, des, académiques, et également les territoires. Donc nous, à travers tout cet écosystème, cette communauté, on veut voir émerger des projets et voir avancer, la décarbonation, au niveau des transports. Aujourd'hui, on a plus de 200 membres à notre actif. On a, des informations relayées par la veille, plus de 1 300 sur l'année 2025. On a, les projets en cours, et menés donc, depuis, 2014, on a plus de 210 projets et on a des événements, que l'on fait, tout au cours de l'année. En 2025, on en a eu une vingtaine, événements de ce type, mais événements également présentiels. Si vous avez eu la chance d'assister, mardi à notre dernier événement présentiel, l'Innovation Club qui avait lieu, à l'ENSAM ce mardi. Donc nous, on est sur toutes les filières, on est bien filière ferroviaire, filière automobile, aéronautique et en transversale industrie du futur. On a des partenaires avec qui on travaille, avec qui on mutualise nos compétences. On essaye d'apporter le maximum à nos adhérents. Donc, vous pouvez les voir ici sur, la slide. Donc, voilà la petite présentation d'Itrans. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi. Notre équipe opérationnelle, vous pouvez la voir ici. Il y a toutes, nos coordonnées, qui sont notées et nos noms. Je laisse la main à Pierre Deguet pour le projet Electromob. Bonjour à tous. Pierre Deguet, je suis ingénieur recherche au sein de l'école IMT Nord Europe. Alors l'IMT regroupe 8 écoles au niveau de la France et pour ceux qui ne connaissent pas l'IMT, ex École des mines. Mes thématiques, sont celles, de la modélisation et simulation, prédictive et notamment je suis, pilote du projet Electromob au sein de l'école et aussi responsable d'un parcours pédagogique pour nos élèves, nos étudiants futurs ingénieurs. Je vais vous parler d'Electromob. Alors, vous parlez d'Electromob, pourquoi?
parce que Electromob est un consortium qui a été monté fin 2023 avec de lourds investissements et une quarantaine de partenaires, des partenaires qui sont ciblés industriels, comme les gigafactories, d'autres qui vont être plutôt des institutionnels et enfin, tout ce qui va être partenaire, de plans de formation dont l'IMT, fait partie. Chaque partenaire a ce que nous appelons une fiche action. Cette fiche a action, elle est là pour, donner quelque part, dynamisme et aussi des objectifs à chacun d'entre nous. Et pourquoi le projet Electromob a été monté et avec un tel budget? Il y a à peu près 27 millions d'euros, rien que pour le projet. Le projet se finit fin 2000, début 2028. Nous allons tenter d'accompagner cette transition, du secteur automobile et notamment dans les Hauts-de-France, région privilégiée parce qu'il y a la majorité des gigafactories qui sont implantées, dans notre région. Comme vous pouvez le voir, AESC, Vercors, ACC et bientôt Prologium en 2028 et bientôt aussi, les autres partenaires qui viendront et qui, viendront compléter, si vous voulez, toute cette équipe d'industriels et on va donc accompagner cette transition du secteur automobile vers l'électromobilité et donc, quitter le thermique, la motorisation thermique pour passer sur, de la motorisation électrifiée. Nous avons Les chiffres que vous avez là sont des chiffres qui étaient donnés et que d'ici, 2027-2028, il y a à peu près 16 000 personnes à former. Vous comprendrez donc, que ce plan de formation doit être structuré. C'est pour cela que l'IMT fait partie de ses partenaires parce que nous avons, nous, l'école, une obligation, de pouvoir, transiter et justement d'aider cette transition et d'aménager nos espaces pédagogiques de façon à pouvoir offrir à nos futurs ingénieurs, à nos futurs diplômés, leur offrir, un maximum d'informations, de connaissances et de compétences pour ce nouveau modèle. Parce que ce nouveau modèle, a un spectre très large et on attaque, de l'électrochimie en passant par, tout ce qui va être, robotique mobile, robotique industrielle, l'IA appliquée à l'industrie, tous les modèles d'instrumentation. Donc vous comprenez que on rentre là dans vraiment des caractéristiques, très profondes, très spécifiques qui sont liées à ce modèle de gigafactory. En plus de cela, il faut savoir, c'est que nous avons aussi des fortes contraintes, dans ces nouveaux environnements, parce que ces nouveaux environnements font appel à des processus qui sont intégrés dans ce qu'on appelle des salles anhydres, des salles, blanches, avec un taux d'humidité nettement inférieur à 20, ce qui complexifie encore plus le niveau d'intervention et donc les pratiques usuelles dans un processus commun tel que nous le connaissons. Donc toutes ces problématiques-là, nous les avons intégrées et nous avons coloré un de nos parcours, notamment celui dont j'ai la charge, les 2 dernières années de nos ingénieurs, pour leur permettre d'être en adéquation et de pouvoir aussi corréler pardon, nos espaces pédagogiques avec ce nouveau besoin, de l'industrie française et sachez que sur ces 25 millions d'euros, 14 ont été investis par, l'État français. Une grosse partie, a été investie par la région et ensuite par du mécénat. Au niveau de la localisation, sachez que La m une des stories françaises, Vercors, est située sur Dunkerque. Prologium va venir le rejoindre. Heu, un autre, un autre partenariat qui s'appelle Neomat, qui est entre l'entreprise Orano et un partenaire, chinois, va aussi intégrer, la zone de Dunkerque, de Grande-Synthe et qui va justement s'occuper de tout ce qui est recyclage et apport de matières premières. Vous avez AESC qui est situé sur Douai, pas trop loin de l'école, et vous avez aussi ACC qui est situé sur Douvrin. ACC, AESC sont déjà en phase, opérationnelle. Vercors commence tout juste à
je dirais, il est sur le ramp up, de son processus et il commence à produire, depuis quelques mois pour pouvoir produire de la cellule. Et ensuite, vous avez tout le reste qui sont des plateaux techniques qui se situent justement autour de ces gigafactories et ces plateaux techniques permettent, justement de former, alors formation initiale, formation, tout au long de la vie, formation continue, parce que vous comprendrez qu'il faut plus de 16 000, 17 000 emplois d'ici les prochaines années, ce qui est conséquent. Notamment, c'est conséquent, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes sur une rapidité d'exécution. Alors, les actions de l'IMT Nord-Europe, comme je l'ai dit auparavant, pour nous, c'est d'aligner nos espaces pédagogiques. Ça tombe bien, nous étions, l'année dernière, voilà, il y a 2 ans, il y a à peu près, oui, c'est ça, 2 ans, 1 an, nous étions justement sur la refonte de nos espaces. Nous en avons profité pour axer un de nos parcours sur cette coloration électromobilité Gigafactory. La volonté chez nous est de dire: «Voilà, l'excellence industrielle, la performance industrielle doit passer par une exploitation optimisée des ressources et moyens», Mmh. tel que vous on vous le décrit à travers ce slide et en même temps de pouvoir à travers l'IA pour l'industrie et les KPI, tous ces indicateurs que nous allons nous donner pour pouvoir performer et évaluer notre performance pour sortir, sur un autre processus qui va être plus sur un processus fonctionnel, opérationnel et de pouvoir vraiment quantifier l'efficacité des actions et la disponibilité des outils de production. Alors l'évolution de notre modèle, il passe par la création d'un parcours orienté processus giga, ce que je viens de vous citer, passe aussi par le développement de cas pratiques, donc tout ce que nous appelons les use cases. Et pour les use cases, je vais vous passer une petite vidéo de 3 minutes à la fin de ma présentation qui résumera parfaitement ce que nous sommes en train d'opérer. La création de ce fameux jumeau numérique que je vous montrerai à la fin, un jumeau numérique qui aura une vocation pédagogique et un jumeau qui aura nous appelons ça un jumeau numérique, cyberphysique. C'est-à-dire que nous avons un jumeau numérique qui est connecté à la donnée via un serveur et qui permet justement de récupérer la donnée, de faire fonctionner le jumeau, mais aussi de procéder de façon inverse, de façon à pouvoir, faire ce que nous appelons du prédictif. Donc simuler le processus à travers le jumeau, prévoir les incidents et de ces incidents pouvoir agir, sur des axes, sur sur de la donnée de notre processus pour pouvoir permettre de limiter la variabilité, du processus. Et d'ici fin 2027, nous avons aussi l'obligation, de décliner ce que nous appelons un master spécialisé, donc un master E, c'est donc un bac+6 qui se fait en 1 an et qui sera accessible tant en formation initiale ou en alternance. Donc que c'est un gros projet, dans lequel l'IMT doit s'investir, toutes les parties prenantes de l'IMT sont et s'investissent, sur cela, car nous sommes en train de modifier, d'arranger, de créer tous nos travaux pratiques, nos travaux dirigés, nos cours avec une coloration Gigafactory et avec un large spectre qui va être aussi tout ce qui va être, décision stratégique dans des environnements sous forte contrainte tels que les Gigafactories. À titre d'exemple, voilà le fameux jumeau, mais je vous montrerai la vidéo d'ici là. Alors à titre d'exemple, nous travaillons énormément sur la robotique et sur l'IA et sans à pouvoir obtenir une IA, qui nous permette, d'avoir de la robotique collaborative. Pourquoi? Pour, plusieurs aspects tels que nous voyons ici à travers ce slide, beaucoup plus de flexibilité dans l'outil de production, diminuabilité dans l'exécution des tâches, tout sécurisant, le matériel, et l'homme et on focalise énormément sur le savoir-faire et l'adaptabilité des humains, avec cette collaboration et les robots. Donc, des gains de productivité, des opérations qui sont de plus en plus complexes et qui demandent de plus en plus de collaboration, que ne le permettrait. Alors, nous avons perdu Pierre.
Alors, je pense qu'il a eu un souci de connexion, on l'entendait un petit peu, lors de son intervention. Je Mmh. pense qu'il va se reconnecter. Vous aurez bien la vidéo dont il parle, donc je vais lui laisser quelques minutes pour revenir et puis si c'est pas le cas, on enchaînera avec Stéphane, il pourra revenir ensuite sur sa présentation. Je vais essayer de le contacter. Mmh. Non, je le revois pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la main à Stéphane et nous reviendrons sur, la présentation de Pierre, juste après. Stéphane, vous êtes prêt? Ça marche. Hop, il ne restait pas grand-chose, mais voilà, je laisse Stéphane intervenir pour le projet Maël. Bonjour à tous, je me présente tout d'abord, donc Stéphane Siezielski, je suis responsable qualité, relations clients, chez Creatic Technologies et j'ai été pendant plus de 10 ans responsable du bureau d'études. Donc Creatic Technologies, c'est une société qui existe déjà depuis plus de 30 ans. On est spécialisé dans la réalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, communément la connectique de test industriel. Pour faire simple, en fait, c'est, un connecteur industriel, c'est ce qui permet, en fait, de faire la liaison dans une usine qui produit, des produits finis ou semi-finis. Donc ça fait la liaison sur les bords de ligne entre un moyen qui doit être testé, un moyen électrique qui doit être testé et puis un testeur qui, lui, va réaliser vraiment le test fonctionnel électrique. Donc nous, on fait cette liaison, c'est une niche industrielle, on fait cette liaison électrique entre le produit à tester et le testeur. Donc on est situé, à côté d'ACC. On parlait d'ACC juste avant avec Pierre. Ça fait donc comme je dis plus de 30 ans. On travaille aujourd'hui avec, le monde entier. On est sur tous les continents, tous les pays. On a 80 de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc voilà. On est une petite entreprise malgré ça, on est, une soixantaine de personnes seulement, mais voilà, on rayonne quand même assez bien à travers le monde. Là, aujourd'hui, je suis, présent pour vous présenter un produit qui est issu de, l'évolution un peu, technologique qu'on fait depuis plusieurs années maintenant chez Creative Technologies, qui s'appelle Mael. Donc c'est un moyen portatif, heu, modulaire qui permet en fait, vous verrez après, de réaliser différents tests. Donc tout d'abord, pourquoi Mael? Donc Mael, en fait, c'est issu déjà d'un produit qui existait au préalable, qu'on avait déjà, développé depuis plusieurs années. C'est l'aboutissement de toutes ces années, tous ces développements. Aujourd'hui, il est d'autant plus important parce qu'en fait, on est dans une situation, alors nous, on est principalement, dans le milieu de l'automobile, hein, enfin même pas de l'automobile, de la mobilité, routière. On travaille principalement avec l'auto, comme je viens de le dire, mais aussi camions, bus, vélos aussi. Dans le milieu automobile, on a une très grosse concurrence aujourd'hui au niveau des Chinois, des gros besoins au niveau des usines de ce fait de réduire les coûts. Dans les usines, il y a aussi souvent des pertes de compétences. On voit beaucoup plus de personnes qui sont en prestation de service les gens qui sont vraiment en pilotage, des fois, ils ont perdu ou ont forcément un peu moins les compétences, nécessaires pour dire de bien maîtriser la totalité de la problématique. Et donc dans ce contexte-là, en fait, nous, depuis plusieurs années, on essaye de développer justement pour accompagner les usines et accompagner nos clients. On a développé pas mal de produits, ce qu'on appelle électronisés intelligents, sur plusieurs produits, plusieurs clients. Ça passe de bandes flashage, on a vendu aussi des bornes de charge,
rapide sur certains sites pour pouvoir justement charger les véhicules en fin de ligne. Voilà, pas mal de petits projets, plus ou moins gros projets, ça dépend les affaires. Et aujourd'hui, en fait, avec Maël, voilà, on a passé un autre cap aussi au niveau du développement avec un produit vraiment fini et très modulaire. Alors, le gros intérêt de tout ça, au niveau de Maël, même au niveau des produits électronisés, il est assez simple, hein, c'est réduire les coûts d'investissement des infrastructures au niveau des usines. Parce qu'en fait, là, sur Maël, par exemple, ça va être un moyen portatif. Optimiser les outils, ben, en les rendant modulaires et réutilisables. Encore une fois, Maël, vous verrez, c'est un produit qui peut être, qui a une base, mais qui peut être utilisé pour, quasiment toutes les applications, simples électriques, que ce soit du test fonctionnel ou du contrôle. Et après derrière, bah, il y a la société Kratik, qui permet en fait, de garantir, aux clients notre expertise, dans le domaine du test. Hein, encore une fois, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça. Heu, donc Maël, voilà, donc Maël, c'est, ce produit-là, vous voyez à l'écran, donc c'est une petite vue, mais en fait, il est composé de 3 parties. Heu, Sa force aujourd'hui à Maël, elle est déclinée sur 3 points. La première, c'est la modularité, comme j'expliquais un petit peu avant, en forme de teasing, rapide. Il est composé en fait de 3 parties. Donc la première partie, je ne sais pas si vous voyez mon curseur? Peut-être pas forcément. La première partie, c'est là où il y a l'écran avec le paddle. Cette partie-là, en fait, elle est, indépendante. C'est-à-dire qu'elle gère, en fait, l'interface avec, ce qu'il y a à l'arrière au niveau de la cartouche. Là, on voit un peu les LED bleu, blanc, rouge, là, on voit bleu et rouge. Là, c'est la 2e partie qui est la partie, spécifique au test. Et la 3e partie, en fait, c'est la partie basse qui est, la batterie. Parce qu'en fait, Maël est un module, portatif qui est géré sur batterie. Alors sur batterie, soit pure batterie, soit après derrière, on peut quand même le raccorder si besoin, sur, ce qu'on appelle une fausse batterie. C'est-à-dire qu'on vient brancher l'équivalent de la batterie et au bout, il y a un raccordement sur une alimentation, ou des choses comme ça. Enfin après, aux besoins du client. Et donc cette modularité permet justement donc de garder le produit principal avec l'écran et le pad, tout en derrière changeant assez facilement juste en clipsant, hein, assez simplement le module à l'arrière ou en dessous là qu'on voit, comme j'expliquais en bleu et rouge. Et donc ce module-là, en fait, il est spécifique au test. Et donc, vous pouvez, dans les applicatifs qu'on a habituellement, par exemple, on fait du lève-vitre. Donc vous avez une cartouche qui sera utilisée pour du lève-vitre. Vous branchez cette cartouche-là, vous faites votre test. Après, si vous avez besoin en mode retouche de tester, je ne sais pas, un siège, parce que le siège, ça a besoin aussi, ben, d'être testé, hein. Il y a beaucoup d'électrique dans les sièges. Vous changez juste la cartouche, vous la mettez en place et le produit est tout aussi opérationnel avec cette nouvelle cartouche. Le dernier point, ben, c'est ce que j'expliquais au niveau de la Makita ou du Bosch, c'est les batteries. C'est un module qui est complètement indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève la partie basse et on voit un petit peu une partie, argentée, c'est une partie, aluminium. Donc on enlève cette partie-là et c'est totalement interchangeable en quelques minutes. Vraiment, ou même je dirais même en quelques secondes. C'est, vraiment interchangeable et il y a juste le module à développer pour pouvoir changer si on a besoin d'une batterie ou sur un site ou d'une autre batterie sur un autre site. Voilà. Le deuxième point, bah, c'est, la fiabilité, la force de ce produit-là. Voilà, vraiment, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de développement de produits qui commençaient à la base sur du test de la vitre avec des relais, qui switchaient juste pour dire de faire monter, baisser, la vitre, donc alterner la rotation du moteur de la vitre. Heu, au fur et à mesure des années, en fait, on a développé, ben, beaucoup de fonctionnalités sur ce type de produit portatif. Aujourd'hui, ben, le soft, il embarque, un soft qui est développé chez nous, voilà, parce qu'on développe tout chez nous. Creatic développe ses produits,
fabriqués, conçus, directement à Billy-Berclau, à côté d'ACC, comme je le disais tout à l'heure. Et sur ces produits-là, ben, on a développé des fonctionnalités qui sont, de la mesure de courant, du test, Lean, CAN pour ceux qui connaissent, la communication éventuelle avec la batterie, par exemple, des véhicules. On a utilisé l'ancienne génération pour dire de faire du contrôle de communication sur les véhicules, Stellantis, par exemple. Donc le produit est branché, on vérifie, on envoie une trame directement au calculateur et le calculateur, s'il nous répond, ça veut dire que, s'il nous répond correctement, ça veut dire que la batterie communique bien avec le potentiel chargeur et donc pourra, bien fonctionner lors du test, lors de la charge. Donc voilà, pas mal de choses qui se font avec ce produit-là. On avait à l'époque, sans rentrer dans le détail de la chose, mais on avait par exemple aussi, avec ce type de produit, contrôlé des Neumann électriques. Donc sachant que dans les Neumann électriques, il y a quand même beaucoup de codage avec des trames, des temps de réponse à respecter, des choses comme ça. Et donc voilà, ce produit-là peut aussi faire ce genre de choses. Et puis, l'écologie quand même, parce que 80 de ces pièces-là sont faites en impression 3D, hein. Toutes les pièces qui sont un peu, marron, grisâtres, un peu sur la photo, bah, en fait, c'est l'impression 3D. Donc on a chez nous une impression 3D, de technologie MJF, pour ceux qui connaissent HP. Donc très haute qualité, PA12, et donc, bah, voilà, le juste produit, la juste matière nécessaire pour dire de réaliser cet assemblage, léger. Heu, L'ensemble complet avec la batterie ne fait que 3 kilogrammes. Heu et bien sûr, ben, comme c'est de l'impression, on n'a pas le coût de moule, donc même pour le client, on n'a pas ce surcoût, qu'il pourrait y avoir sur un développement moule. Donc, je vous montre, maintenant un peu la fiche, hein, la fiche technique avec un exemple un peu de ce qui peut être fait, en bas à droite, dans une usine, hein. On peut imaginer, voilà, bah, l'opératrice qui est à l'écran, prend notre produit, le branche, parce qu'en fait, il y a une extension qui existe aussi, en dessous de la cartouche, avec des connecteurs. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc voilà, on fabrique la totalité de l'ensemble et avec, ce connecteur, on vient se brancher sur le lève-vitre et après l'opératrice lance le test, qui est spécifique après à chaque ligne, et encore une fois, à chaque site. Donc on s'adapte, pas de problème. Et comme j'expliquais aussi, il y a des accessoires qu'on peut fournir. Après, c'est du sur-mesure s'il y a besoin, on est spécialisé pour ça. Mais l'histoire de la fausse batterie, on peut générer aussi, ben, voilà, des fausses batteries spécifiques avec des développements spécifiques en fonction des besoins des clients. S'ils ont voilà, des alimentations un peu particulières qu'ils veulent réutiliser, on peut aussi faire des adaptations spécifiques. Donc le produit, hein, on a les fiches techniques en haut à droite, descriptif technique, du produit. Donc, il est, avec un écran 4/3, 4,3 pouces. On peut utiliser sur des tests automatiques ou manuels, en fonction des boutons. C'est-à-dire que derrière, on peut faire un mode manuel, si besoin, si le client il veut, faire du démérite, s'il veut juste vérifier le fonctionnement normal, par exemple, d'un lave-vitre ou d'un moteur. Et après derrière, il y a le mode automatique, c'est-à-dire que le produit détecte automatiquement la connexion sur, le produit à tester et ça lance automatiquement le test. On a bien sûr effectivement, bah, la possibilité de faire, du paramétrage spécifique, les résultats, disponibles, soit, par mode USB, soit sur une page web s'il y a besoin. Voilà, assez grosse modularité là-dessus. Connexion possible aussi pour dire de mettre à jour les softs, par Wi-Fi. Il faut juste une connexion, on paramètre ça et on peut mettre à jour à distance. Au niveau électrique, ben, on a, 2 sorties pour moteurs pouvant, être utilisées jusqu'à 30 ampères, une tension, réglable entre 10 et 20 volts. Généralement dans l'automobile, voilà, c'est les tensions qui sont utilisées. Communication CAN et LIN, voilà, après, poids environ 2,5 kg, je disais 3 kilogrammes avec la batterie. Donc voilà, des choses assez modulables, et assez portables et pratiques, hein, au niveau d'utilisation avec un travail aussi qui est fait, vous l'avez un peu plus sur la photo actuelle, au niveau de l'ergonomie du produit. Donc voilà, c'est bon pour moi. Je te rends Merci la main, beaucoup. Élodie. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, au niveau de l'onglet que vous avez tous, sur vos interfaces, Mmh. du logiciel. Alors j'ai,
Pierre qui est, revenu au niveau de l'IMT. Je vous invite Pierre à revenir, sur scène et je vais remettre donc, la dernière slide qu'on avait, eue au niveau de la présentation, donc la plateforme robotique et comme ça on Oui, aura la vidéo et on aura la suite. J'espère sans aléas, heu, informatiques. merci Élodie. Oui, en effet, désolé pour, ce contretemps. Oui, je reviens sur cette plateforme, ce que vous voyez là, ce sont nos labos, les labos que nous enrichissons, tous les ans on les upgrade, on les fait évoluer de façon à pouvoir, fournir aux étudiants, les dernières évolutions et vous voyez ici sur la gauche ce que nous appelons un cobot, on l'appelle Yumi pour son petit nom. Vous avez d'autres robots, des robots de l'industrie, hein, vous avez du KUKA, vous avez de la BB et donc vous avez ici tout un panel. Je vais vous pour vous donner un peu, l'idée des travaux qui sont engagés au niveau de l'école, je vais vous passer une vidéo, qui retrace un peu notre travail depuis maintenant, fin 2023 et sachez que nous sommes partis d'une feuille blanche. Sur tout ce que vous allez voir, c'est une feuille blanche. Donc je vous laisse cette vidéo qui dure 3 minutes. Voilà donc, ce que nous avons élaboré, c'est ce fameux jumeau numérique qui peut très bien fonctionner, avec un serveur et récupérer de la donnée à travers la robotique, à travers l'automatisme et ça donne justement une possibilité à nos élèves de pouvoir, essayer de retranscrire un peu, tous leurs travaux, d'études et les appliquer et les rendre opérationnels dans un environnement
numérique. Mais comme je vous l'ai expliqué en début d'intervention, c'est que malheureusement les gigafactories ne sont pas facilement accessibles au niveau de leur processus. Nous sommes sur des environnements sur forte contrainte et c'est d'où cet intérêt de pouvoir dupliquer ce fameux processus dans un autre environnement tel que le numérique, permettre à nos étudiants de pouvoir travailler sur cela et ça nous permet, nous, enseignants-chercheurs, de pouvoir, nous loguer et nous plugger sur ce jumeau et pouvoir réaliser des travaux, des tests, selon nos thématiques. Et donc l'IA, tel que vous le voyez sur ce slide, je vous passe brièvement ces slides, mais c'est pour vous donner un peu, les exemples concrets sur lesquels nous travaillons pour que l'IA soit exploitable dans le domaine de l'industrie. On a de l'IA sur la donnée, on a de l'IA sur les temps, on a de l'IA sur les contrôles, sur la qualité. On a aussi ce que nous appelons maintenant le deep learning, c'est cette IA par renforcement et nos étudiants sont sans cesse mis à contribution pour essayer d'aller récupérer, dans le recueil de données, les données les plus exploitables, les plus fiables. On travaille même dans le domaine de la recherche au niveau de l'explicabilité de la donnée, étant donné que l'IA devient de plus en plus complexe. Il faut maintenant s'assurer que le rendu de ces résultats soit exploitable et soit donc caractérisable, si on peut le dire, de façon à ce qu'on puisse connaître et mieux comprendre les résultats qu'elle nous fournit. Et donc voilà sur quoi nous travaillons avec nos élèves ingénieurs et je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet, que ce soit maintenant ou même après, s'il y en a d'autres qui viennent, vous avez les contacts qui vous seront envoyés, en compte rendu. Donc voilà, merci beaucoup pour cette présentation et du coup vous avez pu quand même la finir, sans souci. Hop, je, laisse la main à Mohamed pour, la présentation, pour Moïse. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien? Si, c'est Mmh. impeccable. D'accord, très bien. Donc, moi, je fais partie de Moïse. Moïse, c'est une, start-up, deep tech, grenobloise. En deep tech parce que les fondateurs sont sortis du CNRS local et puis, donc nous, on est une société assez jeune. On a été fondé en 2020 et sauf que les recherches qui ont emmené à la création de Moïse, ont commencé plusieurs années à l'avance. D'accord? Donc nous, on produit un module IoT, je ne sais pas si IoT vous parle, c'est Internet of Things, qui permet de faire fonctionner des capteurs externes, mais sans vraiment utiliser de batterie ni de câblage, pour l'alimentation. On utilise uniquement, le gradient de chaleur qui est dégagé par les infrastructures ou par les machines dans des usines. Voilà. Ce qui fait que notre module, il est complètement autonome. On peut l'installer à demeure, pendant une dizaine, une quinzaine d'années sans vraiment avoir besoin de le maintenir. Voilà, donc Moïse détient aujourd'hui, 5 brevets c'est déjà pas mal pour une petite start-up, dont 2 qui sont partagés avec SNCF et notre partenaire présent, notre investisseur principal, c'est Rio Tinto, qui est un géant de l'industrie minière, mondiale. Voilà. Pourquoi, Moïse s'intéresse au ferroviaire en particulier? Parce que, le monde du ferroviaire, se retrouve victime de changements climatiques. Donc on voit beaucoup plus, d'épisodes extrêmes de chaleur, que ça soit dans positif ou en négatif, d'épisodes de froid également, qui, impactent, le bon fonctionnement du réseau ferroviaire au quotidien sur ces épisodes. Sur les, 10 dernières années, sur les 15 dernières années, on a observé, donc ça c'est une statistique, on a observé enfin 10 fois plus d'événements, reliés à la chaleur ou au froid extrême, que ce soit, déformation de rails, élongation des caténaires, du gel sur les caténaires et cetera. Donc tout ça, ça impacte, le bon déroulement, du trafic ferroviaire.
Et, et j'ai l'impression que cette année, on a vu encore beaucoup plus d'événements comme ça. Et c'est là où donc, les gestionnaires d'infrastructures, lorsqu'ils réagissent face à, à ces événements-là, généralement, il y a quatre actions à prendre. Soit ils font rien, soit ils se basent sur les informations publiques de la météo qui sont moins pertinentes géographiquement. Lorsqu'il y a un gel, par exemple, qui est annoncé par Météo France, on ne sait pas exactement, on connaît la région, mais on ne sait pas la région exactement où ça va être impacté. Soit on mobilise des gens à demeure pour aller vérifier sur place, soit on utilise des solutions à batterie qui sont, pour l'instant, qui sont assez coûteuses et moins performantes. Voilà, pardon. On a fait un petit comparatif chez nous, par rapport au coût au coût des différentes solutions. Donc, lorsqu'on fait rien, c'est toujours très impactant côté OPEX. Ça coûte énormément d'argent parce qu'on n'anticipe pas les événements, on n'anticipe pas les problèmes. Lorsqu'on fait du câblage, des connecteurs câblés, donc généralement, il y a beaucoup d'investissements sur le CAPEX. Enfin, ça coûte moins dans l'OPEX, mais l'investissement au départ est très important. À l'inverse, lorsqu'on a des solutions sur batterie, enfin, il y a c'est beaucoup moins cher, mais le fait, on se retrouve enfin, un peu prisonnier de devoir changer les batteries, en moyenne tous les 12 mois et ça coûte de l'argent. Et Moïse vient avec une solution, qui est complètement autonome, qui, comparé à ces solutions-là, qui est beaucoup moins chère. Nos capteurs, ils coûtent un peu plus cher qu'un capteur à batterie, mais ça coûte absolument rien en maintenance sur le long terme. Voilà. Heu, Généralement sur le ferroviaire, lorsqu'on intervient, c'est sur 3 aspects, hein. Nos solutions, ils permettent de monitorer la température des rails, soit sur les rails directement, soit sur les caténaires. On peut monitorer également, la température, l'humidité, le givre et cetera sur les rails, sur les caténaires. Et aussi, on peut également monitorer, les différentes installations électriques, que ce soit des transformateurs, des plaques de jonction et cetera. Donc dès qu'il y a de la chaleur, dès qu'il y a de la chaleur qui se dégage, un harvestery, qui est le nom de notre produit, peut être utile et peut, monitorer de la data. Ce qui est avantageux aussi avec notre produit, c'est qu'on utilise, du LoRaWAN, un protocole de communication qui est déjà, éprouvé, optimisé sur les faibles consommations et qui nous permet de descendre à des fréquences de monitoring jusqu'à 5 minutes, voire même plus lorsqu'il y a des dégagements de chaleur assez conséquents. On peut faire du monitoring jusqu'à, 1 envoi par minute qui est très intéressant lorsque, on veut monitorer des infrastructures, critiques. Voilà, donc ça, c'est notre produit vu de plus près. Donc, on utilise, ce qu'on appelle l'effet Peltier pour générer de l'électricité, alimenter les capteurs. Donc, on peut voir sur le petit pictogramme là, des sorties, des ports de sortie. Ça, c'est des capteurs qu'on peut connecter. Et on peut connecter différents types de capteurs, que ce soit des lecteurs de température, de vibration, je sais pas, de l'humidité, du champ électromagnétique, différences potentielles, donc peu importe. Donc on peut, tant qu'il y a un capteur qui est compatible qu'on peut utiliser, ben, on peut le faire. On est interopérable avec différents types de SCADA ou de solutions de monitoring, qui sont disponibles sur le marché, mais aussi on peut fournir notre propre dashboard. Voilà, donc le produit, il est, éprouvé pour, enfin, il est certifié IP68 et IK7 pour, un fonctionnement, normal à l'extérieur. Je ne sais pas si, il y a des questions en cours de route, n'hésitez pas à poser des questions si c'est un peu ambigu, si l'idée n'est pas très claire, ben, je serais ravi de répondre. Je passerai peut-être directement au cas d'usage que nous avons sur le ferroviaire aujourd'hui. Donc là, c'est le premier produit qu'on utilise chez, SNCF pour monitorer le givre. Donc c'est compliqué de mettre un produit directement sur la caténaire. Donc on a fait un coupon, on a créé un coupon avec notre produit qui est installable à la hauteur du caténaire. On peut voir sur la petite photo là qui est installée à la hauteur de la caténaire.
et qui reproduit exactement le même environnement que la caténaire en production. Donc, on peut avoir une température qui est très proche et un niveau d'humidité qui est très proche, ce qui nous permet de calculer facilement le risque de givre. Donc, avec un bon maillage sur les bonnes zones, on peut rapidement détecter le givre avant qu'il se forme et envoyer directement les équipes pour anticiper le givre là-dessus. Pour les gens qui ne sont pas familiers, lorsqu'il y a du givre sur la caténaire, bah forcément, il n'y a pas de circulation de train et c'est trop tard. Si le givre est déjà formé, bah, il n'y a pas de train qui circule. Il faut envoyer quelqu'un pour enlever le givre. Je ne connais pas le terme exact, mais pour enlever le givre et permettre au train de circuler. Donc, notre solution permet d'anticiper ces situations-là et ce qui permet ce qui permet d'avoir un niveau opérationnel euh, convenable pour des situations extrêmes. Voilà. Donc là, notre deuxième cas d'usage avec la SNCF, c'est un peu l'ancêtre, enfin, le prédécesseur du Harvestry. Donc, au lieu d'avoir une interface chaude, on a créé un petit chapeau en noir là pour récupérer la chaleur solaire, pas du photovoltaïque, mais c'est vraiment de la chaleur du réchauffement solaire pour monitorer la température des rails, la température des caténaires sur les points de démarrage. Donc, à la sortie de garage, les trains ils s'arrêtent pour chauffer et pour se recharger. Pour les trains à batterie, pour se recharger également. Et ce qui fait qu'ils ont un point de contact qui est fixe sur la caténaire et qui crée des problèmes de réchauffement. Donc, cet outil-là permet de monitorer ces points de réchauffement et de déclencher l'alerte à partir, je pense, à partir de 160 degrés. Je pense qu'ils n'ont plus le droit de recharger et qu'il y a un risque de dégradation sur la caténaire. Voilà. Le cas d'usage suivant, c'est la monitoring de rail. Ça, c'est un cas d'usage qu'on a avec Ogvia entre Nîmes et Montpellier. Et ils ont pris ils ont fait le choix d'avoir les capteurs sur des groupons de rails, mais on peut très bien faire ça sur des rails de produits en production, ce qui leur permet de monitorer la température de rail et d'intervenir lorsque la température elle dépasse les 45 degrés. Là, on mesure vraiment la température sur le cœur du rail, le cœur du champignon, et ce qui leur permet de déclencher des tournées chaleur à 45 degrés et anticiper les déformations possibles à cause de la chaleur. Voilà, là, ça aussi, c'est un cas d'usage qu'on a fait avec SNCF pour monitorer les plaques de jonction sur le retour de caténaire, sur le courant de retour de caténaire. Donc ça, c'est des équipements qui sont susceptibles, enfin, qui sont à risque de réchauffement et enfin, la solution permet de le monitorer de façon très simple. Voilà. C'est un truc plus exotique. Là, on peut monitorer le courant de retour sur les rails, courant de retour caténaire à partir du champ électromagnétique. Et bon, un petit truc exotique, c'est que ça se déclenche avec la vibration. Donc, on a un capteur interne de vibration qui permet de détecter le passage du train. Donc, au passage du train, on mesure le champ électromagnétique. Et puis le dernier cas d'usage, ça, c'est un peu plus avancé. Donc, on a construit avec des partenaires une solution pour déclencher au besoin les réchauffeurs des rails, hein. C'est un réchaud de rail, voilà, qui se déclare à la base. C'était allumé manuellement et ça tournait, ça consommait du gaz pendant pas mal de temps, le temps que le rail se réchauffe. Euh, Durant la période froide. Et puis avec notre solution, ça a permis de déclencher vraiment lorsqu'il y a vraiment besoin éminent de réchauffer. Donc on voit sur le graphe, on voit les consommations de gaz. Donc à la place des petites crêtes là qu'on voit en jaune, à la base c'était du continu. Et si c'est du continu, c'est du gaz qui est consommé. Donc on peut vraiment conclure que on a au moins sauvegardé la moitié de la consommation de gaz pour ces cas d'usage-là. Voilà, donc c'était les cas d'usage qu'on a aujourd'hui sur le ferroviaire.
Aujourd'hui, on travaille avec SNCF Réseau, avec Ocvia, avec Pulsar au Canada, avec Keolis et RATP en France. Voilà, et on a ambition de grandir sur cette année et l'année prochaine. Voilà, merci. Merci beaucoup pour, cette présentation. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions dans l'onglet. Moi, j'en ai une un petit peu pour tous. Quelles sont les suites là? Quels sont vos besoins, pour vos projets? Si c'est des besoins en collaboration, avec d'autres structures, si c'est, des besoins financiers. Enfin, voilà, c'est un petit peu, voir la suite de tout ce que vous nous avez présenté, ce matin. Je vous laisse prendre la main qui veut répondre à cette question. Pour nous, l'IMT, le besoin, du temps. Heu, il nous faut du temps pour pouvoir, vraiment optimiser nos travaux et la mise en place, de tous nos nouveaux supports et puis aussi un partenariat fort avec les industriels pour récupérer du dataset parce que, nous travaillons majoritairement avec ce que nous appelons de la fake data et donc pour, rendre de plus en plus réalistes, nos travaux et permettre, aux futurs, ingénieurs, d'exploiter vraiment des choses de plus en plus concrètes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre l'apprentissage et la mise en situation, sur le terrain et notamment dans ces environnements très complexes. Heu, pour Créatic, je pense qu'on on on est plus à l'affût je veux dire de partenariats, de vraiment de relations aujourd'hui au niveau heu, de la complémentarité en fait, des compétences avec d'autres entreprises parce que, comme l'a dit Pierre, ben, la vallée de la batterie, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est une chance aussi pour la région. Heu Même au-delà de la région, hein, ça c'est sûr et je pense qu'on a vraiment du potentiel aujourd'hui dans cette région, heu, soit chez nous, à l'IMT, ou chez Moïse, Moïse, je connais moins, je les avais rencontrés lors de notre précédente, rencontre, en physique. Mais voilà, quand on a fait ce que vous avez, présenté à l'IMT, on a vu pas mal d'entreprises, de la région qui étaient vraiment compétentes, qui avaient vraiment techniquement des choses à apporter et je pense que, on a besoin de toutes ces sociétés-là pour dire de justement, permettre à cette vallée d'être pérenne et je pense qu'ils ont besoin de nous, même si, des fois c'est un peu compliqué de qu'ils s'en rendent compte, mais je pense qu'ils auront besoin de nous à un moment ou à un autre et voilà, je pense que cette collaboration, inter-entreprise est vraiment primordiale et nous, on est toujours prêts à créer des choses en partenariat. Voilà, D'accord, merci. Et c'est le cœur de notre, métier aussi, hein, chez, Pôle de exactement, compétitivité. C'est la mise en relation, de tous ces acteurs, de cet tout à fait, ouais. écosystème. Mohamed, vous vouliez, Oui, également, ouais, ouais, bah, effectivement, nous, pour l'instant, on n'a pas enfin, nos cas d'usage sont très limités et on est encore jeune pour proposer, quelque chose à quelqu'un d'autre, enfin aux autres entreprises, mais on reste toujours ouvert aux collaborations sur des sujets de recherche, sur des sujets d'innovation et là, sincèrement, on a besoin de plus, enfin, c'est pour ça qu'on est à e-trans et on est sur d'autres organismes également, on a besoin d'être exposé, d'avoir de la visibilité. On a besoin d'une vitrine qui puisse mettre en valeur notre philosophie et notre concept, si je veux dire. Et voilà, donc parce que à la base, les utilisateurs qu'on vise, que ce soit sur le ferroviaire ou sur l'industrie, ils sont plutôt frileux aux solutions innovantes. Et le fait d'être présent dans un environnement pareil permet vraiment euh, de réduire ces barrières d'entrée par rapport à ces industriels. merci beaucoup et Mm. vous me permettez de de rebondir, assez, facilement, sur, un appel à projet, qu'on lance avec, notre IRT, Ralenium et également la FIF, destiné à l'innovation ferroviaire. Donc là, on attend, c'est des projets collaboratifs
qui associe tous ces acteurs industriels, chercheurs académiques et les experts de Ralenium avec un financement ANR pardon, derrière. Et c'est des projets qui peuvent aller jusque 1,5 million. Voilà, c'est quelque chose qui a été lancé, c'était semaine dernière et c'est une réponse financière justement à ces besoins là axés sur la filière ferroviaire bien sûr, mais je pense que c'est ça aussi qu'on attend dans notre écosystème pour pouvoir aller plus loin sur les projets. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si pas, je vous remercie tous au niveau, de vos interventions, respectives, de votre, participation aujourd'hui. Je vais envoyer un compte rendu, donc à tous les participants, où vous pouvez retrouver, les slides d'aujourd'hui et ainsi que les contacts de nos intervenants, de l'IMT, de, Moïse et de Creatic Technologies. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Merci Bonne à journée. vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ouais, Au bonne revoir. journée. Au revoir.